copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les mois on se retrouve avec mon équipe de chroniqueurs pour vous parler de l'actualité ciné du moment. Aujourd'hui, émission spéciale, on va vous parler d'un seul et unique film, Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese. Alors, comme d'habitude, ça ne change pas, hein. On parle des films en long, en large, en travers, en profondeur pour les analyser. Et donc pour ça, forcément, on spoil, donc soyez prévenus, on surligne la chose. Si vous n'aimez pas vous faire spoiler, eh bien allez d'abord voir le film et revenez nous écouter ensuite. Pour cet épisode petit comité, j'ai le plaisir de retrouver Pierrick. Bonsoir Clémence. Eric. Bonsoir Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. Et puis derrière sa console, on est toujours ravis d'être accompagné de ce cher Alain Mercier. Salut Alain. Salut. Enfin, on remercie Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On dit aussi merci à tous nos soutiens. Et tout d'abord, merci à Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et on vous remercie aussi, vous tous qui nous suivez et qui nous soutenez. C'est grâce à vous qu'on existe et qu'on se développe. Capture Mag, c'est une structure indépendante. On dit ce qu'on pense et c'est pour ça que vous nous aimez, c'est pour ça que vous nous suivez. Mais pour rester indépendant, pour continuer à faire tourner cette belle machine et développer de nouveaux programmes, on a besoin de sous. Pour ça, on pourra vous proposer donc régulièrement de nouvelles émissions, comme par exemple Monster Squad, qui sera lancé à la fin de ce mois-ci. On vous en reparlera en fin d'émission. L'émission de Marie qui parlera d'horreur et de fantastique. Donc pour nous aider dans notre mission, vous pouvez souscrire à un don ponctuel ou un don récurrent sur différentes plateformes. En plus, on vous laisse le choix, Patreon, KissKissBankBank ou Tipeee. Pour ça, donc, c'est très simple. Rendez-vous sur une de ces 3 plateformes. Mot-clé Capture Mag et vous pourrez nous soutenir avec ce don. Le film de ce soir, c'est donc Killers of the Flower Moon, sorti ce mercredi 18 octobre. Après Les Mafieux de The Irishman, sorti en 2019, Scorsese s'attaque à une autre facette de l'histoire américaine. On est au début des années 20, focus sur le peuple Osage, tribu amérindienne, devenue richissime grâce au pétrole découvert sur leurs terres. Une fortune qui attire bien des convoitises. Après plusieurs assassinats des membres de la tribu par des blancs avides d'argent, l'enquête est confiée au BOI, le Bureau of Investigation, une toute jeune entité avec à sa tête un certain Edgar J. Hoover. Et ce film s'appuie sur un livre, mais pas un roman, il s'appuie sur un livre d'enquête sorti en 2017 et écrit par le journaliste David Grann. Voilà pour cette intro. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie critique. Eric, à toi l'honneur. On a vu le film hier ensemble en Projo Presse. Et je sais que tu es sorti avec un sourire jusqu'aux oreilles en disant que tu avais adoré. Maintenant, explique-nous pourquoi. Parce que dès le départ, en fait, on est très rassuré par la qualité du film, je trouve. Que ce soit les costumes de Dante Ferretti, la photographie de Rodrigo Prieto, c'est ça? Prieto, ouais. Prieto, ouais. Le scénario d'Eric Ross. On est chez des gens qui savent ce qu'ils font et qui le font bien. Moi, ce qui me plaît énormément dans ce film, c'est un des Scorsese qui me plaît le plus de toute sa filmo, hein, donc je suis vraiment très très enthousiaste, même si je suis peut-être pas de vous tous le plus grand fan de Scorsese. C'est qu'on est dans du cinéma classique américain et du vrai, du beau, du bon, hein. Moi ça m'a fait penser à du Wells, à du Kazan, et c'est au niveau, hein, c'est à ce niveau-là, hein, moi je trouve. Contrairement à certains, moi j'ai pas trouvé le film long. Je l'ai trouvé vraiment parfaitement rythmé, alors que moi c'est quelque chose que je regarde souvent dans les films. Et moi je le trouve fascinant de but en blanc. J'adore l'intro du film où on voit ce personnage un petit peu idiot qui arrive, à qui Robert De Niro, son oncle, va proposer un plan comme ça. Donc c'est le personnage joué par Leonardo DiCaprio. C'est ça.
et qui est un personnage complètement naïf mais sympathique, et qui va servir de pièce maîtresse à un échiquier que nous on voit et lui voit pas trop. Donc déjà en fait il y a un scope énorme dans ce film, et puis après il y a la mise en place en fait dès le début du film de plusieurs intrigues et de même plusieurs genres de films qui pour moi en fait vont tout à fait justifier les 3h30 de film. Donc on a une intrigue romantique, on a une intrigue politique, on a un film de procès même à la fin, on a même des éléments de films de vengeance, des éléments de western aussi un petit peu dans son contexte, et tout est magistral en fait. Ce qui va caractériser pour moi les chefs-d'œuvre, c'est qu'il n'y a pas une chose qui est supérieure à une autre, tout est à un niveau de malade. Et ce que j'aime beaucoup aussi en dernier lieu, après je laisserai parler mes amis, peut-être en plus en détail dans le film, mais c'est que c'est quand même dirigé de main de maître par 3 personnages de 80 ans. Donc on a évidemment Scorsese qui est au top de sa forme, on a De Niro qui est dingue, qui est avec un personnage de psychopathe génial, je trouve, vraiment, et qui est vraiment qui livre une performance incroyable. Et puis on a Eric Ross qui est moi un scénariste que j'aime beaucoup, et d'ailleurs ce film-là m'a beaucoup fait penser à un film réalisé par De Niro et écrit par Eric Ross qui s'appelait The Good Shepherd, je sais plus comment ça s'appelait. The Good Shepherd, Raison d'État. Raison d'État. Et qui est un film au rythme similaire, peut-être que les auditeurs l'auront vu, et qui est basé aussi sur une vraie mécanique de tragédie, parce que Killers of the Flower Moon, c'est pas une comédie du tout. Et on retrouve en fait beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'analogies, je trouve, entre ces deux films. Mais voilà, Killers of the Flower Moon, c'est vraiment, pour moi, le meilleur film de l'année. J'ai adoré à peu près tout, quoi. Et c'est dur en fait de parler de films qui sont pour moi comme ça imparfaits, parce que voilà, on est devant un vrai film de mentor, de vraiment de quelqu'un qui connaît son métier sur le bout de ses doigts, et qui joue avec les attentes du spectateur. Enfin ces trois figures-là de 80 ans en fait, où je crois que Eric Ross a 78. Voilà, on est vraiment dans des performances, dans des mécaniques et dans des mises en scène qui sont géniales, quoi. Très bien, drop the mic. Alors, faut savoir quand même pour ta petite histoire que Vincent n'est pas avec nous ce soir parce que il devait venir participer à l'émission, et lui, en sortant de la séance, réaction à l'extrême opposé de la tienne, c'est ça. Il a dit « Je me suis tellement fait chier, je ne vais pas venir enregistrer parce que j'ai rien à dire. » Donc, comme quoi, on dit parfois vous êtes toujours d'accord, etc. Bon, on n'a pas toujours les mêmes avis. Et bon, moi j'aurais bien aimé qu'il soit là. Après, il a préféré ne pas venir. Mais c'est des films à aspérité. En fait, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a oublié. Il y a quand même un gros, débat aujourd'hui sur ce que devient le cinéma. On a vu aussi comment Hollywood traite les gens, ces derniers temps, quoi. Il y a quand même eu la grève des scénaristes, la grève des acteurs. À l'heure où on enregistre, c'est toujours pas réglé. Donc en gros, Hollywood c'est en stand-by là. Quelqu'un comme Scorsese, en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui fait maintenant, effectivement, il a 80 ans, il fait un film à peu près tous les 3-4 ans, un film de cette ampleur-là, parce que c'est effectivement, comme le dit Eric, c'est un film qui a une énorme ampleur, quoi, mais qui sont faits en fait avec des aspérités. Alors je dis pas ça par rapport à, je sais pas du tout ce que Vincent pense du film, mais pour moi c'est normal en fait que le film il provoque en fait des réactions extrêmes. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a juste pas comme de... il n'était pas là, je voulais oui. porter sa voix d'une certaine manière. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est normal qu'un film comme ça, en fait, et c'est surtout, ça te renvoie à peut-être les questions que tu te posais, c'est-à-dire que moi, je pense il y a par moment, je pense que là où va le cinéma en ce moment, c'est extrêmement problématique, on en parle tout le temps, les gens nous reprochent, en fait, à nous de pas, par exemple, la dernière émission qu'on a faite, on a détesté quasiment tous les films. Il y a Pierrick qui avait un petit peu défendu Le règne animal, voilà, mais c'est une des choses dont on nous a parlé aussi. Ouais, vous aimez rien, etc. Mais la question, c'est pas forcément on aime ou on aime beaucoup, on aime rien, quoi. C'est juste la question, c'est on traite ce qui sort, et en fait, ce qui sort dans notre registre à nous, quoi. Donc, du coup, quelque part, en fait, là où je veux en venir, c'est que quand un film comme celui-là arrive, qu'il soit polarisant, en fait, c'est normal. C'est juste qu'on n'a plus l'habitude en fait qu'un gros film comme ça le soit, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on te sort un espèce de truc énorme et c'est quelque part en fait avec Scorsese, mais avec le fait que ça fait 50 ans de carrière et tout, c'est à prendre ou à laisser.
Et les 3h30, elles font partie d'intégrale de la logique. Mais pour moi, à la limite, j'ai envie de dire, pour parler de cet aspect spécifique, où je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais, j'ai envie de le voir, mais en fait 3h30, c'est quand même, faut quand même arriver à caser ça. Et puis en fait, c'est une après-midi complète, quoi. Ouais, j'ai peur de me faire chier et tout, quoi. Le truc, c'est que j'ai envie de dire, si Matt Reeves il se permet 3 heures sur Batman, tu vois, alors qu'il a quand même beaucoup moins à dire, Scorsese il peut se permettre 3h30, on va dire, sur Killers of the Flower Moon. Moi personnellement, je fais partie des gens qui pensent qu'il aurait pu un peu resserrer tout ça, mais c'est pas le problème du film. C'est pas vraiment un problème en sortant. C'est-à-dire qu'en gros, oui, moi il y a cette espèce de mécanique en fait un petit peu répétitive par moment en fait dans le film sur l'idée que De Niro entourloupe son neveu, quoi, et qu'en fait ça revient assez régulièrement, les mêmes tropes d'écriture où il lui dit t'es bête, laisse-moi faire, tu vois pas le plan large, en fait, moi je sais ce qu'il faut faire, laisse-moi faire, ne fous pas la merde. Une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, et c'est vrai qu'en fait au bout d'un moment tu te dis bon, ça apparaît un peu trop régulièrement pour que tu le remarques pas. Mais bon, après c'est pas, enfin voilà, ça fait partie de ce genre de choses où c'est pas très très grave à la fin, parce que effectivement il y a une tenue là-dedans. Il y a, j'ai presque envie de dire même une mise en condition, c'est-à-dire moi, tu l'as dit, c'est adapté d'un livre d'enquête, donc il y a forcément déjà une logique d'une base en fait, si tu veux, où il faut qu'on t'explique quel est ce peuple, quelles sont ses terres, et quel était le contexte en fait à l'époque, et surtout l'importance en fait, en gros, de la façon dont ils se sont fait avoir. Quand tu racontes ça dans un récit dramatique pur et dur de vie et de mort en fait, et d'amour et de mort, tu te retrouves avec un film finalement. Moi, je trouve que c'est un film qui est facile d'accès en fait dans l'absolu. C'est-à-dire contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à ce que ça durait pour aller suggérer, parce que en fait, on est. Alors c'est un film complexe dans sa fabrication, mais simple dans sa narration en réalité. Moi je sais pas ce que t'en penses en fait. Absolument. Par rapport à ça, il y a une structure en fait qui est extrêmement simple, c'est fait de meurtres, d'histoires d'amour, et en fait presque au fur et à mesure où ça avance, de logique tragique, parce que en fait ça empile et après ça détricote. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça, et en fait dans toute l'idée là-dedans, c'est que toi tu vois les premiers meurtres en fait assez rapides, des trucs assez crapoteux, mais à la Scorsese en fait, comme il peut avoir l'habitude de le montrer, quoi, où tu vois une nana en train de mettre son gamin dans un landau, un type qui arrive derrière, qui l'abat froidement par la fenêtre en fait à bout portant, qui vient chercher le bébé, qui se part avec. T'as tout un tas de meurtres comme ça qui sont même pas cachés. C'est-à-dire qu'ils sont faits impunément. Oui, et tu vois toute l'impunité. Exactement, avec des personnages qui disent ouais, bah de toute façon c'est ce qui est prévu en fait. C'est ça, et finalement le tournant, la charnière dans le film, c'est le moment où une vraie enquête débute et est menée par ce bureau d'investigation. Oui, même si moi je pense que c'est pas le cœur du film, justement, c'est ce que j'allais te dire par rapport au livre d'enquête original, c'est que quand la question c'est comment tu vas l'aborder. Et en fait, là, en l'occurrence, il y a un vrai questionnement autour de est-ce qu'on raconte l'histoire du mec du FBI qui vient enquêter sur ce truc, et ça donne le là sur la façon dont le film va être raconté, c'est-à-dire on va te dire c'est un film d'enquête, mais pour moi c'est pas ce que c'est. Ou alors, et en l'occurrence, DiCaprio était censé jouer ce personnage-là, parce que DiCaprio c'est un peu le va-tout de Scorsese aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'en gros, Scorsese, 2 films sur 3 ces 20 dernières années, ils ont été montés grâce à comment dire, à DiCaprio, et il le dit ouvertement, ne serait-ce que sur Gangs of New York. En gros, Gangs of New York, c'est un film qu'il devait faire depuis 20 ans, et en gros, il a dit la seule raison en fait pour laquelle ce film s'est monté, c'est parce que DiCaprio sortait de Titanic. Et là, en fait, ils ont engagé une espèce de collaboration. Aujourd'hui, on s'en rend compte assez similaire à celle qu'ils pouvaient avoir avec De Niro à l'époque, si ce n'est que la distinction, c'est que les films de Scorsese coûtent de plus en plus cher. Et là, on est même dans des chiffres assez impressionnants aussi. C'est quand même 200 millions pour un film comme ça, quoi. Donc même le double du Tarantino, quoi. Le double de Once Upon a Time in Hollywood, quasiment. Donc il y a le travail de reconstitution autour de ça et le travail d'approche. En gros, il s'est fait aussi en fait avec l'apport de DiCaprio, c'est-à-dire que DiCaprio est venu régulièrement voir Scorsese pour lui dire c'est quoi le cœur du film, de quoi on parle exactement en fait, parce que en gros, il était toujours question qu'il se retrouve à jouer ce personnage d'investigateur, enfin d'enquêteur.
Et c'est lui qui a suggéré, il a dit mais moi je jouerais bien le neveu quoi. Je jouerais bien Ernest je crois dans le film, c'est Ernest, ça. ouais. Voilà. Je jouerais bien Ernest parce que voilà, et là d'un seul coup tu te dis bon bah tu vas chercher DiCaprio qui est censé être le mec à midinette, même si on sait qu'il a cassé son image depuis quelques années quand même et tout. On sait que les succès de Shutter Island, Inception, tous ces films là sont dus aussi à la présence. Les films sont de qualité, hein, c'est pas la question, mais ils sont aussi dus, c'est la porte d'entrée en fait pour le grand public, c'est une des rares stars qui peut encore prétendre à monter des budgets aussi énormes dans des dans des films, j'ai envie de dire exigeants, parce que c'est tout le questionnement qui se pose par rapport au cinéma actuel, et le voir d'un seul coup jouer un mec très limité, certes amoureux de sa femme, parce que ça c'est le truc aussi qui est important, c'est que en fait le questionnement c'est vu qu'en fait on lui dit tu vas aller épouser une des filles héritières, tu vois, pour détourner le fric et le ramener dans notre sillage, tu vois. Même si t'as des enfants sans mêler, on s'en fout, quoi. Voilà, en fait, en gros, tu vas faire ça, quoi. La question, elle se pose de savoir si le personnage va vraiment tomber amoureux. Or, le film, c'est une histoire d'amour. Et c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait. Voilà, Ouais. c'est aussi, et c'est même ce qu'il y a de plus tragique, en fait. Oui, c'est toute la pureté des sentiments qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Là où. Déviée, quand même, parce que le truc, c'est que il y a quand même tout ce truc. Voilà, là, je vais vraiment loin dans le récit, en fait, je vais vraiment vers la fin, quoi. Mais il y a quand même tout ce truc, en gros, où il a littéralement empoisonné sa femme. Ouais. Tout le temps, et quand il a décidé à la fin, parce que quand tu regardes la bande-annonce du film, moi j'ai vu le film d'abord, je l'ai vu un peu avant vous, j'ai ensuite vu plusieurs fois la bande-annonce en salle, et du coup en fait ce qui est assez étonnant, c'est que je me dis putain, ils essayent de te le vendre comme si ça allait être vraiment un film de vengeance, et qu'en fait d'un seul coup à un moment donné DiCaprio allait sortir les flingues et buter tout le monde en fait, et empêcher, protéger sa famille. C'est pas ça du tout le film. Non. Pas du tout. Et ça, il faut en avoir conscience. Il n'y a pas de satisfaction primale en fait, sur ce genre de truc, quoi. Il y a ce moment où le type, en fait, doit, par rapport à sa famille, dire la vérité dans le procès, doit témoigner. Et le seul moment, en fait, le seul truc qu'il évite de raconter, le seul truc dont il est vraiment, je pense, c'est le truc qui le déchire le plus, en réalité, c'est d'avoir fait le nigo sur ce qu'il injectait à sa femme, quoi. Cette espèce de, c'était quoi, c'est de l'insuline en fait par rapport à son diabète. L'insuline avec certainement un poison. Un poison que son oncle lui demande de rajouter dans la seringue pour la calmer. Moi, tout le sentiment que j'ai eu sur ces scènes-là, c'était que le personnage, il y a une partie de lui qui sait, mais il y a la majeure partie de lui qui est dans le déni en fait. Tout à fait. Et il se raccroche à ce truc de c'est pour la calmer, mais je lui fais pas de mal vraiment. Sauf qu'à la fin, en fait, c'est vraiment l'élément qui l'omet, et c'est la seule question qu'elle lui pose. Mais parce qu'après, pendant le procès, pour moi, Bien il sûr. a compris, tu vois. Ouais. Mais au moment où il mais elle l'a réalise compris avant, elle aussi. Et Bien ça sûr. se joue à un mot à la fin, ça c'est magnifique. Bah aussi. oui. Oui. Insuline, ça se joue vraiment à un tout petit mot, et là on voit qu'il y a un génie de l'intrigue derrière, et que même si le scénario est fluide, il y a quand même, comme je disais, différents genres de films, différentes intrigues qui sont admirablement bien mêlées pour que le film soit d'une linéarité dingue. Donc c'est un travail d'orfèvre au niveau du scénario. Et Il a pour même moi, ça compris mérite. un peu plus tôt, parce qu'il se l'injecte lui-même. Il en boit. Il en boit, voilà. Il se le verse dans son Il en whisky, boit. il en boit à un moment donné. Et c'est la dernière fois d'ailleurs, il en boit et après ça, il ne voit plus sa femme. Tout à fait. Il se fait arrêter. Et ça marque la fin d'une phase de l'histoire. Parce que finalement, plus jamais ils seront ensemble comme ils l'étaient jusque-là. Et pour moi, du coup, il y a vraiment, quand je disais la pureté de leur amour, pour moi, jusqu'au bout, en fait, il est toujours amoureux d'elle. Et ça transparaît en fait dans la façon dont il agit, même quand il réalise ça. Mais ce qui est très étonnant en fait avec la structure d'un film comme celui-là, c'est que Scorsese il a l'habitude de faire des films extrêmement complexes, et en général ils sont présentés de manière complexe au public. C'est-à-dire qu'en gros on s'en rend pas forcément compte encore une fois, mais aujourd'hui c'est complètement digéré. Il y a plein de réalisateurs en fait qui ont repris toutes ces digestions narratives en fait, comme par exemple celle des Affranchis, où il va utiliser un plan séquence sur une voix off qui va être doublé par une autre voix off, qui d'un seul coup va s'entremêler en fait sur des répétitions de personnages en fait dans les présentations, tout un tas de trucs en fait où normalement un cinéaste normal fait une scène entière autour de ce procédé narratif. Lui il te mélange 5 procédés narratifs dans une seule et même scène, quoi, dans un plan séquence ou dans un truc. Et ça c'est une façon de digérer la chronique
en l'occurrence dans Les Affranchis, qui était totalement novatrice à l'époque. Pas forcément, encore une fois, les éléments, tous les éléments qu'il a mis en place, mais tout ce qu'il a mis en même temps, en fait, si tu veux, pour raconter ça. Et ça, c'était complexe. Alors, on en était arrivé à un niveau de sophistication de la narration du cinéma où on pouvait se le permettre, et lui, il l'a compris complètement. Et c'est pas un premier film, Les Affranchis, c'est au bout de 25 ans de carrière qu'il a fait ça, quoi. Mais quand t'es capable de faire ça, tu peux monter en fait des édifices énormes, en gros, quand tu veux raconter quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le truc, c'est qu'il a beau monter quelque chose de très complexe en fait en sous-main, et là, je pense que c'est vraiment dans entre guillemets l'aspect immersif de ce monde, c'est-à-dire des natifs américains, des Amérindiens et ce genre de choses, te montrer exactement quel est ce peuple et comment on va respecter le fonctionnement de ce peuple et comment on va montrer que ce peuple, lui, s'est fait complètement avoir, comme ce petit bout de peuple, mais en fait tout ce peuple en entier en fait par rapport à l'histoire des États-Unis, et te le raconter à travers ça, et en même temps avoir en fait une structure narrative ultra limpide finalement et ultra presque même trop efficace quelque part, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux pas reprocher au film il se passe rien. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que peut-être le film il fait 3h30, mais il se passe pas rien en fait. C'est-à-dire que c'est un film où il y a un meurtre littéralement toutes les 20 minutes ou je sais pas quoi, etc. Et du coup, ça en devient presque. Il y a cette espèce de jeu en fait autour de. Parce que c'est aussi, encore une fois, Scorsese, quelqu'un qui joue avec le genre. Donc, je veux dire, dans tout le grand débat Scorsese versus Marvel qui a eu lieu il y a quelques années là, sur internet et tout, les gens disaient ouais, mais lui il fait tout le temps le même film de gangster, tu vois. Et t'as envie de dire alors, déjà non. Tu vois, il en a fait 4, tu vois, 5. Et surtout, il y a un autre truc, c'est que en vrai, là, ça a beau ressembler à un western, même si c'est un western de l'ère post-western, tu vois, puisque ça se passe en 1920, ça reste quand même aussi un film de gangster en fait en sous-main dans la façon dont ils présentent le truc, même si eux ne se présentent jamais comme des gangsters. Donc en fait, tu vois bien que là où il y a un rapprochement entre Les Affranchis, Casino, ou en fait un film comme celui-là, c'est que c'est un rapprochement de clans sociologiques. Et non pas forcément, encore une fois, de gens. Je pense que les gangsters ne se voyaient pas forcément comme des gangsters, en fait. Oui, mais quand il réfléchit, effectivement, le personnage joué par De Niro, avec sa clique, effectivement, c'est exactement ça. C'est une forme de mafia aussi. C'est les prémices, les prémices de la mafia qu'on verra plus tard dans les films de Scorsese, en fait. Ouais. Oui, et d'ailleurs, il y a une scène qui est quand même très drôle dans ce film, qui d'ailleurs détonne un peu dans tout le reste du film. C'est à un moment, il y a Leonardo DiCaprio qui se fait prendre une fessée dans une loge maçonnique. C'est la première fois, selon moi, que Scorsese et cette scène, à mon avis, cette scène, à mon avis, elle est vraiment étrange. Ça me faisait penser dans The Good Shepherd comment il parlait de Skulls and Bones aussi, ces espèces de petites micro-sectes qu'il y a dans les facultés américaines. Et là, cette scène-là, en fait, elle est étrange parce qu'elle te montre en fait tout un autre univers en plus derrière, d'où vient le personnage de De Niro. Ouais, c'est vraiment un tout petit aperçu, ça soulève juste un coin de rideau. Et ça m'a un peu laissé perplexe sur le moment, mais en même temps... c'est une scène qui est primordiale parce qu'en fait, déjà ça montre que le mal est profond, et d'ailleurs il le dit, ça fait plusieurs générations que sa famille est dans cette loge maçonnique, etc. Et puis ça montre aussi que DiCaprio, il est pieds et poings liés, il est dominé, mais à 300% par cet oncle. Il est dominé et infantilisé. Parce que le fait que ce soit une fessée, il y a quelque chose de très infantilisant là-dessus. Il le traite aussi comme un enfant. Et c'est ce que disait Stéphane, c'est qu'en fait, pendant tout le film, tu te dis, on va aller vers une revanche, une rébellion, etc. Et en fait, c'est là que c'est à la fois un film de Scorsese et assez nouveau pour un film de Scorsese, c'est qu'il n'y a pas d'explosion de violence, il n'y a pas cette explosion de violence sur la dernière partie. Il reste une espèce de naïf, pas très courageux jusqu'au bout, même dans son histoire d'amour avec sa femme, où il lui dit la vérité sans lui dire la vérité. Enfin, il est un menteur jusqu'au bout, clairement. Et en fait, c'est ça qui est assez formidable avec le film, c'est que que ce soit dans le fond ou dans la forme, tout est passionnant en fait. Alors moi mon seul problème c'est effectivement en sortant, je me dis 3h30 c'est chaud quand même, mais en même temps comme on en parlait, je vois pas quelle scène tu peux enlever en fait. Il se passe toujours quelque chose comme tu disais. Et ce qui est d'autant plus passionnant, c'est aussi les moments de pause sur moi j'avais jamais entendu parler de cette tribu Osage, je connaissais pas du tout, et c'est passionnant parce qu'on sent bien que c'est quelque part un micro-événement dans l'histoire des États-Unis, mais ça dit énormément sur l'histoire des États-Unis, sur tout ce qu'il y a pu y avoir après les Indiens, etc. Parce que c'est pas directement connecté au génocide en soi. Exactement. Mais par contre, en fait, ça démontre en fait le fonctionnement en fait, que les immigrés
quand ils sont arrivés en fait sur cette terre, en fait, ont eu avec ce peuple-là. Et dans l'absolu, en gros, l'idée c'est de partir de cette petite notion-là et de dire ok, on peut parler de ça. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au début à La Porte du Paradis. D'ailleurs, il y a quelques éléments un peu graphiques qui y font penser aussi. Et puis surtout, alors donc c'est à la fois thématiquement c'est très riche. Ce que j'adore aussi, c'est que les deux personnages centraux ou principaux, que ce soit DiCaprio ou De Niro, ce soit des ordures à différents niveaux, mais c'est vachement bien écrit, parce que t'as la super ordure qui est De Niro qui manipule tout le monde, et t'as cette petite ordure qu'on découvre petit à petit être bien pire qu'on ne le pensait, puisqu'il a participé aussi à certains crimes, etc. Enfin bon, voilà, on découvre par moments. Là aussi, le montage, il est quand même, c'est juste exceptionnel, je trouve, vraiment. Et puis moi, ce que j'adore, c'est la scène de fin, où on raconte la petite histoire, cette petite histoire, ce qui est devenu une petite histoire dans un spectacle. Et c'est flippant, quoi, parce qu'en fait, avec Scorsese qui apparaît, la voix un peu chevrotante. Mais tu là, dis, en fait, c'est faut tout. dire ce que c'est. En fait, c'est l'enregistrement d'une émission radio. D'une émission radio qui raconte cet événement, mais c'est un spectacle, en fait. C'est-à-dire que, en gros, on raconte cette histoire, qui est une histoire réelle, puisqu'il y a eu des jugements, etc. Les gens ont été condamnés. Mais voilà, ça en devient un divertissement, en fait. Et c'est ça qui est fascinant chez les Américains, c'est qu'ils arrivent à parler de leur histoire dramatique, d'avoir conscience qu'ils ont construit une nation sur des fois des fondations un peu pourries, tout en racontant une super histoire au cinéma, avec du vrai cinéma, et ça c'est passionnant, et je trouve que c'est les seuls au monde à faire ça. Nous on n'a jamais réussi en France à faire ça vraiment bien, tu vois. C'est sûr que déjà on se l'autorise pas de base, en fait. On s'autorise pas, puis on a toujours ce côté il faut toujours qu'on se flagelle, tu vois. Là, il n'y a pas de flagellation. C'est-à-dire, ok, ça s'est passé comme ça, on vous le montre, et on vous explique... Oui, sauf que moi, j'ai envie de dire, en fait, que c'est un peu le seul film qui peut se permettre ça aujourd'hui, j'ai l'impression. Il y a très très peu, je vois pas quel film, à part peut-être un cinéaste qui va partir directement sur Netflix. Dans les grands films de l'histoire du cinéma hollywoodien, il y a beaucoup de films comme ça, qui parlent de la... Bien sûr, oui, mais je parle aujourd'hui, je parle vraiment, en fait, si tu veux, là où le film, c'est-à-dire qu'à la fois, t'es en terrain inconnu, parce que ça reste Scorsese, et que, en gros... tu peux pas vraiment, je veux dire, tu le sais que le film va être beau. Moi, je veux dire, le premier plan où en fait comment t'appelles ça, il y a le jaillissement du pétrole, et tu les vois en train de de baigner dans le pétrole, etc. C'est à la fois en fait hyper galvanisant, et en même temps hyper noir, en fait hyper sombre, parce que tu te dis en fait là ils sont littéralement en train de se salir, alors qu'en fait ils s'en rendent même pas compte, ils le savent pas, alors qu'en fait c'est à la fois quelque chose un coup de chance. Et c'est exactement ce qui va les détruire leur peuple, en fait. Les mener à la destruction. Et en plus, cette scène-là, elle intervient juste après la toute première scène d'introduction, qui est aussi très émotionnellement très forte, autour du calumet, et de tout ce discours du chef de la tribu qui explique que, ça y est, effectivement, les guerres entre peuples... natifs et les immigrés venant d'Europe sont terminés. On enterre ce calumet, donc c'est la fin, et on acte que les enfants amérindiens vont apprendre, ne parleront plus les langues autochtones, et toute cette scène-là est très puissante aussi. Ouais, tout à fait. Et c'est la fin d'une guerre et le début d'une nouvelle, en fait. Ouais. C'est ça. Et ce qui est intéressant, ça me rappelait aussi Little Big Man, le bouquin et le film de Arthur Penn. Et à un moment dans le bouquin, ils disent que une des tribus en fait indiennes, quand ils font la guerre, en fait, c'est des jeux d'humiliation, et ils jouent ça. Ils se coursent avec un bâton, et quand ils se retrouvent devant les blancs avec des flingues, ils comprennent pas. Et en fait, dans ce film-là, il y a aussi quelque chose de cet ordre, c'est que les Indiens sont très loin d'être bêtes, mais ils ne comprennent pas le degré de sournoiserie, de machiavélisme quasi shakespearien en fait de certains personnages. De cupidité en fait. Ouais, c'est ça. Il y a une scène hyper intéressante qui parle de ça, où justement ils expliquent, ils se réunissent en conseil et ils disent mais avant, quand c'était les guerres ouvertes, on savait qui était l'ennemi en face de nous. Et maintenant, là, en ce moment, on sait pas. Non, mais d'autant que le personnage de De Niro, il se présente pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il se présente comme un ami du peuple. Ce masque il parle la langue, c'est tout à fait totalement insidieux. Là-dedans, sauf que ça reste un mec. Vous parliez de cette scène en fait de fessée. Mais pour moi, cette scène, elle représente un espèce de châtiment religieux, en fait, si tu veux, qui doit venir de loin de son enfance à lui, si tu veux aussi quelque part, et qui doit se dire, en fait, c'est comme ça que moi on m'a appris.
si tu veux, le monde, donc je vais utiliser cet aspect-là en fait sur mon neveu à ce moment, même si c'est un adulte en l'occurrence là, à ce moment-là, c'est pas seulement que de l'humiliation, c'est qu'en fait c'est ce que lui il connaît, mais sauf qu'évidemment ça reste un truc qu'il peut pas montrer à la vue du monde entier, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion où lui, il est cet ami et en fait il va aider tout le monde, même si en gros, même quand il présente en fait son plan, même quand il dit de toute façon, c'est pas la peine que tu tombes amoureux, c'est pas la peine que elle va mourir. C'est le plan, c'est voulu, c'est limite en fait, c'est une fatalité dont même lui, il a l'air de dire qu'il n'en est pas, responsable, alors que t'as envie de dire, bah, si, c'est toi qui a mis tout ce truc en place, quoi. Ah, mais c'est ça en permanence, et jusqu'au bout, quand il est dans sa cellule de prison et qu'il continue à écrire au peuple sage en disant, mes chers amis... À faire mine d'être touché par la mort de l'enfant, à faire mine par... tu vois, enfin ouais, c'est des trucs où ils sont complètement... Mais je pense que c'est là où c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, parce que, en gros... il est machiavélique, mais en fait, si tu veux, lui-même ne le voit pas forcément sous cet angle-là, parce qu'en fait, pour lui, son plan est entre guillemets bénéfique à sa famille. Donc, c'est marrant parce que c'est dans un des premiers dialogues qu'il y a, c'est quand ils arrivent dans le ranch là, lui il est éleveur. Et il passe dans les territoires où il y a le pétrole qui jaillit. Il explique à son neveu, il dit faut leur laisser, c'est leur richesse à eux, nous on a notre richesse à nous. De toute façon, cette richesse de l'or noir, là, ça durera qu'un temps. Quand ça va s'arrêter de jaillir, il n'y aura plus rien, quoi. Donc restons sur nos bons vieux bœufs et chevaux et machin, parce que c'est ça notre richesse. Mais en fait, déjà, rien que là, il sait très bien que c'est faux ce qu'il dit. Enfin, c'est déjà passionnant parce que quand il le dit, tu le crois en tant que spectateur, parce que c'est un des premiers dialogues que tu vois avec lui, et très vite tu sais que en fait non, c'est d'un cynisme absolu, il y croit pas du tout, et que en fait son seul but c'est de s'accaparer des richesses. Et la manière dont c'est fait, moi je connaissais pas du tout cet épisode historique, mais c'est d'une cruauté, mais c'est hallucinant, quoi. Moi je pense que c'est un film qui parle du rapport de l'Amérique à l'argent aussi. Ouais, complètement. C'est-à-dire à l'aspect capitaliste, c'est-à-dire qu'en gros, bon, je veux dire, il a fait un film entier dessus, hein, c'est Casino. C'est littéralement, ça parle que de ça. C'est-à-dire que en gros, c'est le personnage principal de Casino, c'est le fric. Donc en gros, c'est tout ce qui mène tous les enjeux, la dynamique entre chaque personnage. Là, en l'occurrence, en fait, c'est pas dit ouvertement comme ça, c'est le pétrole. Bon, voilà. Mais en fait, en gros, on voit ce que ce pétrole en fait sur un peuple justement qui a des valeurs, des traditions, et qui d'un seul coup se fait lui aussi à sa manière corrompre en fait par l'argent. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils ont des valets, tout en étant sous tutelle. C'est ça qui est super. En fait, ils deviennent diabétiques. Voilà, c'est ça, ils deviennent diabétiques, ils se prennent pour des blancs, voilà, ça devient une espèce de truc où ils se surélèvent dans la société. Mais et là, d'un seul coup, c'est là où ça les intéresse, tu vois, les autres. Mais moi, il y a deux choses que je voudrais rajouter, c'est le personnage de Molly, c'est Molly, je crois. Oui. Bon, l'actrice, je la connaissais pas. Je crois qu'elle est vraiment actrice, en fait. Je pensais qu'il l'avait choisie dans... Lily Gladstone. Ouais. Elle est incroyable. Et elle est incroyable, et son personnage, il est d'une pureté, d'une beauté, et surtout, quand on la voit, elle a un jeu hyper léger, c'est vraiment une pureté incroyable. Et en fait, on se dit à quel moment ce personnage comprend qu'elle se fait avoir par son mari, et ça tient tout le film en fait. Et même à la fin, quand la dernière fois où elle sait que bon, c'est quand même une belle ordure, et ben il y a quand même toujours cet amour dans son œil, etc. Enfin, c'est d'une beauté ce personnage, cette écriture de personnage qui j'avais rarement vu. Moi, je pense que c'est ce moment en fait où elle essaye de ne pas croire. Ça c'est génial. Jusqu'au bout, je pense qu'elle essaye de pas croire. Ça c'est super. Sauf que moi, je pense qu'elle le sait depuis le début. Ben justement, c'est ça, c'est toute la question du film. Elle commence en lui disant que c'est un coyote ou un serpent, je sais plus lequel. Un coyote. Oui, mais parce qu'il parle trop, il y a tout ce truc sur le dialogue, sur le fait que les blancs ils font du bruit. Enfin, il y a toute cette séquence qui est vachement bien au début, là où ils font des courses de voitures, et eux ça les dépasse, ils se bougent les oreilles. Enfin, ils ont pas l'habitude de ce brouhaha, quoi. Et les gens qui parlent trop, ça les énerve. Enfin, c'est pas dans leur culture. Donc elle se dit bon bah c'est un petit filou, quoi. Enfin voilà, comme tous les autres en fait. Mais c'est ça qui est génial dans ce film en fait, c'est qu'on va commencer effectivement dans un épisode de l'histoire qui est vraiment inconnu, où on te présente des Indiens qui ont du fric et des Blancs qui en ont pas, quand t'arrives avec ce personnage de DiCaprio, pour très lentement en fait te retourner et te faire un condensé d'histoire américaine. Et un condensé, t'as tout à fait raison, parce que c'est un condensé de capitalisme aussi. Il parlait de patriarchie, et peut-être que c'est ça le vrai grand film sur la patriarchie, c'est le patriarcat, pardon, c'est Scorsese qui l'a amené là, parce que là aussi on rentre dans des structures patriarcales, et c'est très intéressant. Scorsese dit qu'il a des filles et des petites filles, il a pas d'enfants, il revoyait ces structures là. Pas de garçons, tu veux dire? Ouais, pas de garçons, ouais, pardon. Réarriver dans sa famille. Et en fait ce film là aussi parle de ça, mais de manière très très maligne. Et en fait c'est un film qui est très quelque part anti-blanc.
on se le prend vraiment dans la gueule. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film, c'est à quel point, et ça c'est assez pour moi nouveau chez Scorsese, les scènes de meurtre vont être expédiées très rapidement. Et il va faire de sa carrière, je trouve, les scènes de meurtre les plus réalistes que j'ai vues. Enfin, moi j'ai pas tué beaucoup de gens dans ma vie, mais franchement, combien t'en as fait un peu quand même? Combien? Mais c'est assez direct. Il ne répondra froid. jamais. Et tu sens que ça l'intéresse plus. C'est là où je parlais d'un film de mentor, c'est-à-dire que tous les artifices, et c'était le roi de l'artifice avant qui l'utilisait magnifiquement, là il les met vraiment de côté pour parler avec un respect mais énorme de cette culture-là. Tout à fait. Ouais. Et faire un film en fait qui est posé, mais un vrai film de maître. Quoi. Moi il m'a vraiment impressionné. C'est ce que je me disais en voyant le film aussi, je me dis il a une évolution dans sa mise en scène qui est juste incroyable, c'est-à-dire qu'il a quand même gommé tous les effets de mise en scène qu'il avait avant. Enfin, moi, pourquoi on adorait Taxi Driver, pourquoi on adorait Les Affranchis, etc. C'est parce que ces plans séquences de fou, même le temps d'innocence, enfin, c'était incroyable de mettre de la mise en scène comme ça dans des films d'époque, enfin des films en costume. Et là, aujourd'hui, on sent qu'il y a une espèce de metteur en scène apaisé qui veut servir à fond son propos, mais sans forcément... faire la séquence au milieu du film qui va nous retourner ou des trucs comme ça. On n'est plus là-dedans, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on attend quand même, mine de rien, tout le film, une espèce de rébellion de DiCaprio qui ne viendra jamais parce que ce personnage n'est pas comme ça et que lui il raconte pas cette histoire en fait. Il a fait ce film. Oui, non, mais bien sûr. C'était Taxi Driver. Et puis même Casino, que tu compares avec Casino, c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Et Casino, t'avais cette explosion de violence, etc., que tu n'as pas là, en fait. Alors moi, je trouve que c'est pas exactement la même chose. Le truc, en fait, le truc, c'est que lui, Scorsese prétend aujourd'hui que quelque part, il en est arrivé à un stade où ce qui le rend presque, tu vois, c'est qu'il a l'impression d'avoir dû faire 50 ans de cinéma pour commencer à comprendre le cinéma que maintenant. Et ça, c'est un truc que les grands cinéastes disent, tu vois, parce qu'ils se disent, voilà, etc. Moi, je pense après que, même si, tu vois, apparemment, il a encore un nouveau projet, alors qu'il a 80 plus maintenant, quoi. Et tu te dis, c'est quand même assez fou. Et moi, je suis, admiratif déjà de pouvoir monter parce que, encore une fois, en fait, certes, c'est pas un Marvel, certes, c'est pas un film énorme comme ça ou je sais pas quoi, c'est pas le même genre de projet, on va dire, mais en fait, il faut ramener à ce que c'est, quoi. C'est-à-dire, en gros, un projet comme celui-là, c'est un projet énorme. C'est-à-dire, vraiment, ne serait-ce qu'en infrastructure, voilà, 6 mois de tournage. Voilà, t'as des plans, tu vois des plans dans le film qui sont des plans qu'on avait... que tu vois plus, ouais. Voilà, à une époque, en fait, même pas forcément des trucs très complexes, au sens, tu vois, t'as ce plan, en fait, où tu vois DiCaprio qui conduit la nana et qui la ramène, en fait, chez elle avec un espèce de plan où ils discutent tous les deux et la caméra, elle est juste harnachée sur la voiture. C'est des plans, en fait, si tu veux, qui ont été faits 1 million de fois dans l'histoire du cinéma. Mais, en fait... Lui, il le fait dans un village entier qu'ils ont reconstitué avec la caméra qui passe à travers je ne sais combien de figurants, à travers machin. Et ça a un coût. Parce que en fait, parce que lui, il va pas aller chercher des figurants numériques. Il va pas. Je veux dire, il le fait en fait. In situ sur place, quoi. Donc le truc, si tu veux, c'est que tout ça, ça a un coût aujourd'hui qui est plus le même coût en fait, parce que il y a un changement dans les blockbusters, parce que c'est un budget de blockbuster. Il y a un changement en fait, si tu veux, dans la façon de faire. Et c'est pas tant que lui il reste sur une logique extérieure, c'est qu'en fait, il fait comme tu l'as dit, il est pur de toute façon, donc il reste dans ce qu'il fait. Mais tout ça, bah il faut le faire ce plan. Quand tu le fais sur place, quand tu le fais machin, il faut le faire. Donc tu multiplies ça sur, je sais pas, la scène de l'explosion de la baraque. Tu vois, tous ces trucs-là, avec encore une fois un point de vue dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'en gros, il te tourne quand même autour de ça, tu vois. Donc voilà, et moi je suis plus admiratif de ça en tout cas, si tu veux, parce que pour le coup il y en a quand même de la mise en scène vraiment, je pense. Ah oui, complètement. Non mais sur place, ce que je veux dire, et puis en production, la dernière fois quand on avait fait l'épisode sur on était allé un peu vite en besogne sur Oppenheimer, et par exemple Eric était pas d'accord avec moi sur... Pour moi, l'idée que le film s'était beaucoup fait en post-prod, beaucoup pensé en post-prod derrière, même s'il y a eu un scénar et tout, évidemment, c'est que en fait, ces questionnements, ces points de vue-là, ils sont spécifiques en fait dans Killers of the Flower Moon, beaucoup plus que je trouve dans un film comme Oppenheimer, qui en soi pourrait être tourné un peu de la même façon, on va dire, c'est-à-dire en natif, in situ, voilà, sur place, etc. Ouais, donc, film d'époque, donc avec voilà, les décors. C'est-à-dire c'est des films qui, entre guillemets, qui parlent pas de la même chose, mais qui, en gros, ont des canons de production relativement similaires. Et pour moi, voilà, clairement, j'échange pas mon baril de Scorsese contre celui de Nolan sur ce point, parce que je pense que justement, en fait, lui, il fait presque ça un peu comme il respire maintenant, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que c'est ce qu'il veut dire quand il dit putain, je suis arrivé à un tel degré aujourd'hui où je sais maintenant ce qu'il faut faire.
Et t'as envie de lui dire, mais en fait, tu savais déjà, t'as marqué l'histoire du cinéma je ne sais combien de fois, si tu veux. Voilà. Et c'est vrai que il y a encore une fois, moi, je trouve assez symptomatique ce débat qui a eu lieu en fait sur Scorsese Marvel. J'en avais fait un article dans le MOOC et tout, hein. Mais en gros, parce que je trouve ça fascinant de voir à quel point ça a polarisé les gens, juste sur le fait qu'ils disent un truc qui je pense, en fait, les cinéphiles comprennent vraiment. Ouais. Quand il dit c'est des films de fête foraine, il dit pas ça, en fait. Il n'y a pas de jugement de valeur. Non, en fait, je pense que la façon dont il le dit, c'est que d'ailleurs, il y a plein de trucs qui ont été... Enfin, quand il a fait une précision, je crois, dans le New Yorker ou dans le New York Times, je sais plus exactement, en fait, il avait mis l'accent sur un truc spécifique en disant c'est des films qui sont faits en comité, où chaque séquence sont décidées en comité. Et chaque scène de dialogue, d'écriture, de machin, sont décidées aussi en comité. Chaque réalisateur ne réalise pas ses scènes d'action. Voilà, non mais scènes d'action, un même autre plan, chose, quoi. Voilà. Et donc, en fait, en gros, quand il t'explique ça, il te parle pas de Sam Raimi sur le premier Spider-Man. Il te parle éventuellement de Sam Raimi sur Doctor Strange. Tu vois, donc le truc, si tu veux, c'est que et on voit bien, en fait, c'est tout le malheur, en fait, en gros, de l'industrie du cinéma, c'est qu'à une époque, le Sam Raimi de Spider-Man, on le laissait faire son film. Et qu'aujourd'hui, on le laisse plus faire son film. On a besoin de son nom, on a besoin éventuellement de sa trademark. Voilà. Scorsese, je veux dire, il pourrait très facilement faire Casino 5 et Les Affranchis 3 dans sa logique des choses, et c'est pas ce qu'il fait. Il fait ce qu'il a à faire. Mais du coup, en fait, en gros, et c'est surtout moi, enfin, c'est miraculeux presque aussi que ce mec-là continue à avoir ces budgets-là. Et je pense que là, c'est DiCaprio qui rentre en ligne de compte et basta. Oui, c'est-à-dire que en gros, c'est bassement... ok, on est à la tête d'affiche de DiCaprio. DiCaprio, lui, on le sait qu'il était fan absolu de Taxi Driver, des Affranchis et tout ça. Et qu'en gros, voilà, DiCaprio, c'est le premier à dire aux autres acteurs, quand les mecs lui demandent des conseils, tu fais pas de film de super-héros. Et il a raison, en fait. C'est-à-dire que tout le changement, le paradigme, en fait, sur ce que c'est le cinéma, et c'est un mec comme Scorsese, il représente ça, et pas seulement par ses films, hein. C'est aussi quelqu'un qui est le poster boy, en fait, pour la préservation des films. Tu vois, c'est même s'il n'est pas le seul, hein. Je veux dire, mais il est le poster boy, il fait des documentaires entiers sur l'histoire du cinéma. Chaque interview, il te parle de Visconti, de Rossellini, de tous ces mecs-là, tu vois. Donc je veux dire, à un moment donné, il pire encore que Spielberg, pire encore que tous ces gens-là, il représente ça, la cinéphilie. Et il est encore actif. C'est pas comme Coppola qui fait un film tous les 10 ans. Donc en fait, voilà, c'est en gros toute l'idée, en fait, de ce combat entre Scorsese et Marvel qui a été mis en place dans les réseaux sociaux, là où il est extrêmement symbolique, c'est que oui, il démontre en fait la problématique de où va le cinéma aujourd'hui. Et dans cette problématique-là, bon, déjà, tu as le film qui vaut ce qu'il vaut, quoi. C'est-à-dire, en fait, voilà la réponse, ça c'est le premier truc. Donc même si vous vous intéressez pas à ça, le film il parle pour lui, ça c'est une chose. Mais le truc, c'est que, bah oui, en fait, en gros, quand DiCaprio dit ne faites pas de films de super-héros aux acteurs qui veulent en fait avoir une certaine longévité, c'est parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de stars naissantes. Que en fait, les stars, les pseudo-stars, les Chris Hemsworth, les Chris Evans, tous ces mecs-là. Andrew Garfield, tout ça. Ouais, c'est des gens, en gros, qui peuvent financer un film à un certain degré parce qu'ils ont fait un film de super-héros à côté. Donc de temps en temps, tu vas voir, ils vont tourner pour Michael Mann, Adam Driver, il va tourner pour machin et tout. Enfin, Adam Driver, il a fait Star Wars, c'est pas pareil, tu vois. Mais ils vont pouvoir, voilà. Mais c'est pas des stars à proprement parler. Les gens les connaissent parce que c'est Thor, parce que c'est Captain America, etc., etc. Et on en est arrivé là, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a un espèce de truc où t'es arrivé à un moment donné où tu te dis, nous, on nous reproche énormément de taper sur Marvel. Moi, je pense qu'on tape sur Marvel au-delà même de la qualité des films qui sont quand même extrêmement discutables, à juste titre, en fait, pour le système que ça représente. C'est-à-dire pour cette espèce de répétition et répétition et répétition d'une formule ad nauseum, en essayant de te faire croire que, attention, on a changé le prix sur l'étiquette, on a changé la couleur, donc c'est bon, tout va bien. En fait, c'est pas le même produit. Si, c'est le même produit, en fait, à la fin. Il se répète trop pour que ça se voit pas. Donc, avoir un type qui est son propre chef, qui fait ce truc-là, et qui, en fait, te livre un film énorme, hein, pas un tout petit truc dans son coin, c'est pas Paul Schrader. Je veux dire, quoi qu'on pense de Paul Schrader, c'est pas la question. C'est un bon film. C'est un mec qui te dit, voilà, je sors ce film sur 3000 écrans,
Tu vois, je parle d'un film, d'un sujet en fait dont Marvel ou Disney s'approchera jamais, tu vois, pour raconter un film. Enfin oui, je suis désolé, c'est rien que ça. Tu rentres dans la salle, normalement tu te dis ok, je vais voir un film d'un grand cinéaste. Et enfin, ça vaut le prix de la place pour une fois. Quoi. Ouais, ah bah oui, qu'est-ce qui vaut le prix de la place aujourd'hui hein. Là, quand on est allé voir l'Exorciste, là, j'ai payé quoi, 14 balles quoi. Je te dis pas pour ce film-là. C'est chaud quoi. Là, ça vaut 14 balles quoi. Ouais. Vraiment. Ah mais moi j'avais un peu peur, enfin je redoutais le syndrome justement les plateformes qui s'achètent les réals, tu vois, parce que moi j'avais été un peu refroidi par The Irishman produit par Netflix. Je me suis dit bon bah là il est passé chez Apple, il fait son gros film, mais est-ce que toi 3h30 je me dis putain dans The Irishman moi j'aurais bien coupé au moins 1 heure, tu vois. Là je me suis dit qu'est-ce que ça va donner quoi. Et en fait je trouve qu'on n'a pas les mêmes défauts, enfin selon moi, on n'a pas les mêmes défauts que dans The Irishman, c'est-à-dire que effectivement ça dure 3h30, mais le sujet les vaut, l'histoire racontée les vaut, les acteurs les vaut, parce que quand tu mine de rien on réalise pas, mais quand t'as les chants contre chants entre DiCaprio et De Niro, c'est juste, ça pourrait durer 20 minutes. Hein. Enfin, ils sont tous les deux au maximum de leur capacité. Enfin, et puis De Niro, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Aussi, ouais, hein. carrément, aussi impliqué, aussi investi. Et puis, puis DiCaprio, il s'est enlaidi dans le film. Enfin, tu vois, il a toujours sa tronche. Oui, c'est ce que je disais. Il tire la gueule là, et il fait sa tronche de Niro Fallot, là. C'est bizarre. Hein. C'est de quoi ? Le sourire à l'envers à la De Niro. Le sourire à l'envers, le U à l'envers. Le coton dans la bouche pour avoir la mâchoire prognate. Mais il le fait. Moi, je trouve qu'il a une présence. Enfin, il est incroyable. Puis encore une fois, il joue deux salauds quoi. Et le personnage est génial. Il joue deux salauds. Alors qu'au départ, il jouait le mec du FBI que j'ai vu depuis longtemps. En fait, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que ça devrait pas être une prise de risque ce film, et c'en est une. C'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire qu'en gros, on va voir ce que ça va faire comme score. Moi, je pense qu'en France, ça peut marcher, c'est pas le souci. En France, ça peut marcher. Ouais. Aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sort aux États-Unis en salle en même temps, sur les plateformes de streaming. Ce qui est un peu chiant, ce qui veut dire que ça va être piratable très facilement. Ce qui est voilà. Ce matin au 9h des Halles, c'est le Scorsese qui est devant le Toledano et Nakash. Quand même. Oui. Pas mal. Ouais. 3h30, l'autre le film doit faire 1h30, tu fais deux séances de Toledano et Nakash pour. Moi je pense que le premier public en fait qui va dans ces séances-là, c'est le public qui veut vraiment voir ce film. Oui, c'est le public qui veut être tranquille sans bouffer de popcorn. Le cinéma manque en fait un petit peu. Faut quand même dire. Mais c'est vrai que si tu veux dans ce genre de logique là, moi l'ironie en fait de voir Scorsese aller sur Netflix alors qu'il représente le cinéma, ça fait un peu mal au cul. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de truc, pas tant encore une fois que ce soit Netflix qui finance ça, hein, mais tout simplement, déjà pour Netflix, c'est le film de la semaine. Oui, il y a une forme de constat d'échec en fait. Ouais, et surtout, en fait, du coup, quand tu te retrouves avec tout ce débat autour de la cinéphilie, où tu as envie de dire, où il dit c'est pas du cinéma, parce que c'est le terme qu'il utilise, hein, tu vois, et que tous les autres sont là, genre, bah, si on fait du cinéma, parce qu'on sort en salle, regarde, tu vois, t'as envie de dire, ouais, mais les pubs d'avant, le film, c'est du cinéma aussi, ils sont diffusés en salle, hein. Ça veut rien dire ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Il y a des marathons Friends dans les cinémas, tu vois, est-ce que c'est du cinéma ? Non, donc c'est pas ça la logique, on parle pas de ça, tu vois, mais c'est bien la démonstration, en fait, si tu veux, que tous les mecs sont montés au créneau pour défendre ça. Moi je me rappelle de trucs qui me faisaient hurler de rire, parce que c'est drôle quand même, au bout d'un moment, ce genre de débat, t'as des mecs qui disent, citez-moi un seul film... c'est des cinéphiles fans de Marvel, citez-moi un seul film qui soit au niveau de Scorsese qui soit au niveau de Black Panther. Et là tu fais alors combien tu en veux combien tu veux que je te mette toute la filmo ou, tu vois, c'est drôle quoi. Même Kundun, moi j'aime pas Kundun, hein. Alors pour le coup je me suis fait chier comme un rat Kundun, tu vois, j'ai jamais compris ce qu'il était allé foutre là-dedans. J'ai toujours trouvé ça assez même ridicule en fait, comment dire, assez pour le coup un peu trop comment dire policé. C'est la plus belle photo de Richardson. Non, mais c'est magnifique visuellement, mais le score est dingue. C'est lourd. Et en fait, c'est un film lourd, tu vois. Et là, c'est pas le cas. Je veux dire, on peut s'ennuyer un peu si vous voulez. Enfin, si vous pouvez pas tenir 3h30 au cinéma, d'accord. Mais en fait, si tu tiens 3h à Endgame, tu tiens 3h30 à Killer of the Flower Moon, quoi. Faut pas déconner, quoi. Moi, ça m'a tellement fait réfléchir, comme quand j'étais adolescent, quand je découvrais le cinéma, et puis ça t'aide un peu à comprendre le monde. Là, j'étais vraiment là-dedans, en fait, dans un truc où voilà, il y a une leçon forte donnée par ce film, et du coup, elle me soutient pendant 3h30 sans problème, quoi. Et là, on a la chance que ça sorte en salle. Moi, c'est vrai que j'ai eu du bol, hein. Irishman, je l'ai vu en salle. Donc j'ai eu du bol, c'est un des trucs où je peux pas. Donc du coup, mon rapport il est complètement différent. Alain, il nous disait qu'il l'avait vu 2 fois la même semaine, mais sur Netflix, tu vois. Donc comme quoi, ça marche aussi si tu le regardes à la télé, hein, c'est pas le souci, quoi. Mais comment dire, moi je pense quand même que c'est des films qui sont faits pour être vus en salle. Que ce soit The Irishman, que ce soit même
Le Loup, enfin tout ça quoi, tout, Ouais, tout à fait, ouais. Silence, tu vois, c'est des films qui sont vraiment faits pour être vus en salle, je pense, hein, et tenus, c'est-à-dire t'as pas ton téléphone sous la main, t'as pas des machins, parce que c'est un peu le truc avec Netflix, hein, c'est qu'au bout d'un moment tu regardes ton téléphone, t'en as plein le cul quoi. Ouais, carrément. Et là non, c'est voilà. Et toutes ces habitudes là, en fait, ça te remet là-dedans. Et bon, bah 3h30, c'est 3h30, effectivement, t'es en immersion quoi pour moi. Et là, la sortie américaine, on me posait la question, ça devait sortir début octobre et ça a été repoussé à cause de la grève des scénaristes. Finalement, ça sort après nous, le 20 octobre. Ouais. Et la release sur Apple TV+, c'est dans la foulée le même jour, le 20 Ouais, octobre. c'est ça. Mais je pense que c'est un enjeu énorme hein, pour eux aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, Apple, ils ont quasiment rien hein, sur leur plateforme. Hein. Ils ont 4 séries et 5 films là. Leur gros truc qui arrive à la fin de l'année, là, si j'ai bien compris, c'est un film avec Eddie Murphy, un film de Noël avec Eddie Murphy. L'an dernier, c'était le truc qu'on avait traité, là, qui était tout pourri, là, avec Will Ferrell, là. Oh, oui. Et comment il s'appelle Santa... La machine à paix, là. Spirited. Spirited. Oui, Ryan Reynolds, là. Ouais. Et en fait, voilà, c'est en gros... bah, moi, je l'appelle la machine à paix parce que là, je l'ai vu dans Blade 3 en train de lâcher des caisses. Toi, je me suis dit, bon, bah, ok, donc c'est une machine à paix. Voilà. Et comme il n'a pas changé de registre, tu vois. Mais donc, voilà, ils ont rien, les gars, tu vois. Donc, évidemment, ils arrivent en renfort, ils ont tout le pognon du monde, tu vois. Bon, bah, tant mieux, hein. Je veux dire, ça fait un grand film. Voilà. Mais c'est vrai que, oui, heureusement que ça sort en salle. Heureusement que quelque part, en fait, on peut le voir sur grand écran, quoi. Et chez nous aussi. Eh ben, vous m'avez donné envie d'y retourner. Est-ce qu'on a encore des choses à dire ou on se dit au revoir ? Moi, je pourrais tenir 2 heures. Hein, mais Bah, en fait, on l'a vu que hier soir, donc c'est pas évident, hein, même avec pris une nuit de sommeil. Faut le moi, je trouve digérer, que c'est faut le digérer. Et puis, c'est tellement riche, tellement. Il y a énormément de choses, donc ça brasse beaucoup de choses. J'ai pas parlé du boulot de Dan Ferretti aussi, qui est dingue sur les costumes. Je sais plus s'il est en costume ou en direction artistique là-dessus, mais c'est génial aussi. Hein, ce qu'il a fait, le 4e de 80 ans aussi, qui est là aussi un boss. La monteuse, on en parlait tout à l'heure. Thelma Schoonmaker, qui est la plus vieille de toutes, je crois, qui est née en 1940, donc faites le calcul aussi. Ouais. Ouais. Ah non, c'est franchement. Non, moi je pense le seul truc à rajouter vraiment, je pense que c'est, on en fait peut-être un peu, voilà, mais il y a quand même, moi je trouve une logique d'acte militant là-dedans en fait. Pas Complètement. Que ça. Il y avait ça un peu dans Oppenheimer aussi, hein, dans l'absolu, c'est-à-dire que évidemment, quand t'as un mec qui essaye de défendre certaines choses comme la pellicule, le machin, le truc, le film, voilà, et moi je maintiens que c'est une anomalie, hein, qu'un film comme Oppenheimer fasse quasiment 1 milliard au box-office, c'est complètement fou. Donc là, ça laisse espérer que peut-être le Scorsese pourrait marcher, mais je pense que c'est pas tout à fait la même digestion de cinéma. La vraie distinction pour moi, c'est que c'est un film que j'aime vraiment aussi, Killers of the Flower Moon, contrairement à Oppenheimer, qui m'a vraiment un peu laissé de marbre, quoi. Donc il y a ce truc où tu te dis, bah si t'as un film qui est vraiment réussi, d'un très grand cinéaste, si tu veux, qui est encore quand même en pleine possession de ses moyens, et qui en fait, oui, qui a sa manière, en fait, même presque malgré lui, en fait, parce que c'est ce qu'il aime en fait, et ce qu'il a toujours été avant même Tarantino, avant même tous ces mecs là, le cinéaste cinéphile par excellence. Bah oui, il y a quelque chose de militant là-dedans, en fait, dans l'idée d'aller voir ce film en salle, voilà, et de le défendre comme il se doit, quoi. Ah, d'ailleurs, le romancier, il a aussi écrit Lost City of Z de James Gunn, qui est aussi un très bon film, et la plus belle photographie de Darius Khondji aussi. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter ici pour ce film Killers of the Flower Moon en salle à partir de ce mercredi 18 octobre, si vous voulez vous faire votre propre avis, qu'on vous en a donné envie. On s'arrête pas là, on a quand même quelques infos à vous donner avant de se quitter pour de bon. Des infos sur nos sorties à nous. Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez qu'on a toujours en cours une campagne Tipeee, Patreon, Kiss Kiss Bank Bank pour Monster Squad. Monster Squad, qu'est-ce que c'est ? C'est la future émission qui sera présentée par Marie et qui parlera de cinéma fantastique et cinéma d'horreur. Le premier numéro est prévu pour une sortie le 31 octobre. C'est bien ça ? C'est ça, 31 octobre. 31 octobre. Épisode qui portera sur Freddy. Ça faisait longtemps que vous nous le réclamiez, donc ça y est, vous allez enfin y avoir droit. Et donc, eh bien, pour soutenir cette nouvelle émission et pour participer à son financement, vous pouvez vous rendre sur Tipeee, Patreon ou KissKiss, mot-clé Capture Mag. Et on a créé une contrepartie, enfin un don spécial pour cette émission. Premier épisode donc le 31 octobre et on a une soirée spéciale de lancement pour l'occasion quelques jours plus tôt
Elle aura lieu le 28 octobre et c'est une soirée spéciale capture et panique à la fois, avec la projection justement des Griffes de la Nuit. Ça se passera au Forum des Images. Merci, au Forum des Images à Paris. Donc réservez votre soirée si vous êtes dans le coin. Vous pouvez prendre votre billet en ligne. La billetterie est ouverte. Je crois que ça y est, toutes les contreparties qu'on avait, Alain, où on offrait la soirée Au premier tipeur. aux premiers tipeurs sont partis. Pas encore. Pas encore. Ah, Il en reste encore quelques-unes, donc si vous voulez soutenir Monster Squad, il y a une contrepartie spéciale Monster Squad où les tipeurs, les patrons, ou ce que vous voulez, ou les Kiss Kiss Bankers. disponibles le 28, sont gracieusement invités. Donc. Voilà. Donc rendez-vous très vite pour ceci. Et puis autre événement, pas capture mais des copains de chez Panic, le 31 octobre également, Halloween oblige, c'est un concert spécial Halloween symphonique aux Folies Bergères, au programme donc un concert orchestral avec les plus grandes musiques de cinéma d'horreur reprises par un orchestre symphonique aux Folies Bergères, donc le 31 octobre à 20h. Là aussi vous trouverez toutes les infos en ligne sur le site des Folies Bergères et sur le site de Panic. Cette fois, ça le temps pour un film, c'est fini. Eric, Pierrick, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Et puis merci Alain. Merci à vous. Merci Alain. Et puis merci à vous qui nous écoutez, qui nous suivez, qui êtes fidèles et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez pour la première fois, pensez à vous abonner. Comme ça, vous ne louperez aucune des prochaines émissions. Et puis, si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que nous soutenir, c'est aussi nous faire connaître. Donc pour ça, parlez de nous à vos amis. Vous pouvez nous mettre des étoiles sur les applis de podcast ou encore nous laisser des petits commentaires, reposter nos contenus sur les réseaux sociaux. Bref, contribuer à faire découvrir Capture Mag par toujours un petit peu plus de monde. On se retrouve au mois de novembre cette fois-ci pour non pas une mais 2 émissions également. La première sur l'actualité ciné, la deuxième on a le droit de le dire ? Si tu veux, on s'est pas encore enregistré donc on veut pas promettre non plus les trucs, mais on a beaucoup aimé Mars Express. Donc on aimerait bien inviter les gens qui l'ont fait à venir en parler avec nous. Voilà. Ça serait notre première émission de capture de Ça le temps pour un film spécial avec des invités filmés. Depuis, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Ouais. Voilà. Donc voilà, 2 émissions pour le prix d'une pour le mois de novembre. Allez, salut!